L'objectif d'Israël, c'est le pouvoir et la survie d'Israël, ainsi que le renforcement de sa position par rapport à chacun de ses voisins. Ce qui veut dire que pour eux, chaque voisin doit être subordonné, plus faible, occupé à se battre entre eux ou quelque chose du genre. Donc, ils ne sont pas contents de ce qui s'est passé avec l'Iran parce que l'Iran a gagné en crédibilité, a montré sa puissance et s'est fait de nombreux nouveaux amis qu'Israël ne partage pas. Il n'y a pas si longtemps, Hegseth a fait un voyage dans les pays du Golfe et apparemment, il les a sermonnés en leur disant qu'ils avaient tout intérêt à rester des alliés des États-Unis. Même si nous ne les avions pas protégés et qu'ils se sont fait attaquer par les Iraniens parce que nous avons des bases là-bas, nous disions que dans l'avenir, nous les protégerions, que nous resterions leurs alliés. Et je pense que tout ça est tombé, en grande partie, dans l'oreille d'un sourd. Nous pensons comme un empire dans notre pays et notre gouvernement pense comme un empire. Nous sommes un empire en déclin rapide. Cela fait longtemps que nous déclinons lentement, mais maintenant, c'est rapide. On ne nous fait plus confiance. Nous disons des choses qui ne sont pas vraies et tout le monde sait qu'elles ne le sont pas. Bienvenue dans un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau une invitée exceptionnelle, la lieutenant-colonel Karen Kwiatkowski, officier retraitée de l'armée de l'air américaine. Elle a notamment servi comme officier de liaison au Pentagone et occupé plusieurs postes à l'Agence nationale de sécurité. Depuis qu'elle a quitté la fonction publique, Karen est devenue une voix importante sur les questions de guerre, de renseignement, de liberté civile et de responsabilité gouvernementale. Karen, bienvenue dans l'émission et merci beaucoup d'être avec nous. Merci, nous sommes anxieux de brazier d'avoir discuté avec vous. C'est un honneur de vous recevoir. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, on a presque l'impression de revivre, dans une certaine mesure, les débuts de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. La nouvelle escalade entre Washington et Téhéran a été déclenchée par un différend maritime autour du détroit d'Ormuz. Et la crise dans le détroit semble avoir brisé tout espoir que le récent cessez-le-feu et le cadre du protocole d'accord puissent réellement tenir. Mais le 13 juillet, Trump a renforcé sa position agressive en annonçant qu'il réinstaurait un blocus des ports iraniens. Et en plus de ça, il va imposer une taxe de 20% sur toutes les cargaisons qui transitent par le détroit. Alors même que, selon le protocole d'accord, comme on le sait très bien, c'est à l'Iran qu'incombe la responsabilité de gérer le trafic maritime dans cette zone. Karen, comment interprétez-vous ces dernières escalades et les événements les plus récents? Eh bien, clairement, Trump n'a lu aucun des 14 points du protocole d'accord qu'il a signé. Et vous savez, je sais qu'il a tenu à le signer en public. Il était au château de Versailles. Il y a beaucoup d'or là-bas. Il aime vraiment l'or. Il aime le château de Versailles. Il était sur place et il a apposé sa signature sur ce document. Et apparemment, il ne l'a jamais lu. Il n'avait aucune idée de ce qu'il contenait et il n'avait aucune intention de le respecter parce que, clairement, je pense qu'il a été surpris en rentrant à Washington quand le document a enfin été rendu public. Je veux dire, on avait déjà vu plusieurs versions préliminaires du protocole d'accord. Les Iraniens étaient assez transparents sur leurs exigences, mais la presse américaine ne s'y était pas vraiment intéressée. Alors, dès que Trump a signé ce protocole, les néoconservateurs, les partisans de la guerre, le complexe militaro-industriel et même les soutiens de Trump, qui ne sont pas du camp MAGA, se sont tous jetés sur lui et l'ont critiqué ouvertement, y compris plusieurs personnes dont il a besoin politiquement pour faire passer d'autres projets. Maintenant, ils sont furieux contre lui.
Certains de ces influenceurs sionistes, qui sont d'habitude très pro-Trump, sauf quand il ne fait pas quelque chose qu'ils approuvent concernant Israël, et c'était le cas ici, ont vu la signature de ce protocole d'accord comme quelque chose de négatif, non seulement pour Trump et pour les États-Unis selon eux, mais aussi très négatif pour Israël. Parce que, clairement, la toute première partie, le premier paragraphe, parlait du retrait d'Israël du sud du Liban. C'était très explicite, et de la fin des hostilités là-bas. Donc les néoconservateurs n'ont pas aimé, les sionistes n'ont pas aimé, le complexe militaro-industriel non plus, et Trump a essuyé des critiques. Et ces critiques, il les a reçues de gens qu'il connaissait personnellement. C'est comme ça qu'on atteint Trump. Il faut le connaître, il faut faire partie de son cercle. Il faut être quelqu'un à qui il répondra au téléphone ou quelqu'un qui l'appellera lui-même. Et donc, des gens comme le défunt Lindsey Graham, par exemple, eh bien, lui, il n'était pas content du tout. Il disait « Non, il faut bombarder l'Iran. Qu'est-ce que tu fais? Tu as tout abandonné. Pourquoi tu signes ça ?» Alors Trump entend ce genre de critiques, des gens qui remettent en cause sa décision. Et là, il se rend compte qu'il n'a même pas lu le document. Il dit « Attends une minute, je pensais que c'était une bonne chose. On m'a dit que c'était bien. » Voilà ce qui arrive quand on a un président qui ne lit pas et qui ne peut pas lire. Il est prêt à signer de son nom. D'ailleurs, personne ne peut lire sa signature. Vous avez remarqué? Sa signature ne contient même pas de lettres. C'est juste une série de monsieur. Donc il se peut qu'il ne sache pas écrire non plus, on n'en sait rien. En tout cas, c'est un vrai problème parce qu'il dépend de ce que les gens lui disent. Et il fait semblant de ne pas être sensible aux critiques, mais en réalité, il est hyper sensible aux critiques. C'est Trump, et ça on le sait depuis le premier jour. On le voit dans les rancunes qu'il garde. On le voit dans les procès qu'il intente quand quelqu'un l'attaque ou le manque de respect d'une façon ou d'une autre. Il est très sensible à la critique, surtout quand elle vient de personnes dont il a besoin du soutien ou qu'il a déjà eu de son côté. Alors les néoconservateurs ont fait exploser tout ça. Le complexe militaro-industriel, lui, l'a peut-être fait ou pas. Mais eux, ils veulent la guerre. La guerre, c'est du profit pour eux. Et une guerre perdue, c'est aussi rentable qu'une guerre gagnée. En fait, une guerre perdue, c'est mieux pour le complexe militaro-industriel qu'une guerre gagnée. Parce qu'une guerre perdue, ça veut dire qu'on n'a pas donné assez d'argent à nos entreprises et que c'est pour ça qu'on n'a pas pu produire les armes dont on avait besoin à temps, ou peu importe. Donc oui, c'est Trump qui fait du Trump. Et c'est comme ça que son cerveau fonctionne, ou ne fonctionne pas. Maintenant, le seul point positif, et encore, pas pour les Américains, rien de tout ça n'est bon pour les Américains, c'est qu'on regarde notre président. Oui, personne n'aime le président. Peu importe que ce soit Trump, Biden ou un autre. On espère juste que le président fait son travail. Chaque jour, on espère qu'il le fait. Mais au fond, on veut être du côté de son pays. Donc vous voulez dire, bon, Trump a signé cet accord et la guerre est suspendue pendant 60 jours. C'est bien. C'est une guerre très impopulaire en Iran. Personne ne l'aimait. Personne ne comprenait pourquoi on l'avait faite. Enfin, on comprenait un peu, mais on n'était pas d'accord avec cette raison. Vous savez, la guerre d'Israël, qu'ils mènent leur propre guerre. C'est à peu près ce que pensent les Américains. Alors on regarde ça et on se dit, il a fait quelque chose de bien. Peut-être qu'il n'écoute pas le peuple. Mais peut-être que si, parce qu'on ne voulait pas de cette guerre. Et il l'a arrêté pendant 60 jours. Et il nous dit que les prix de l'essence vont baisser et que les choses vont s'améliorer dans cette économie mondiale un peu floue dans laquelle on vit tous. Et ça a duré combien de temps? Je veux dire, ils ont commencé à tirer, à échanger des tirs quelques jours à peine après ça. La plupart des Américains
eux ne regardent pas les infos iraniennes, ni même les infos internationales. Et si on regarde la position de l'Iran, tout ce qu'ils ont fait est présenté comme défensif. Et voilà ce qu'ils disent. Nous ne violons pas le protocole d'accord, nous défendons nos droits dans le cadre de ce protocole parce que les paragraphes 1, 5, 7 et 10, pratiquement tous à ce stade, ont été violés par les États-Unis. Et dans certains cas, ça a été fait sans véritable explication. D'abord, souvenez-vous des fonds gelés. Ils étaient tout près de trouver un moyen un peu tordu de rendre au moins la moitié des 12 milliards de fonds gelés à l'Iran. Alors, ce sont des dollars iraniens, d'accord? Ce n'est pas comme si on allait leur donner de l'argent. Bien sûr, les néoconservateurs ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous leur donnez de l'argent ?» Non, en réalité, c'est leur argent. Le fait que cet argent ait été gelé, c'est en soi une critique du système international. Ça n'aurait jamais dû arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez ce qui se passerait si, enfin, ça arrive à des gens, quand ils disent ou font quelque chose qu'il ne faut pas, leur compte bancaire se retrouve bloqué. Vous trouvez ça injuste, pas normal. Mais à aucun moment, où que ce soit, vous ne doutez que c'est bien votre argent qu'on vous a pris. Exactement. Eh bien, c'est comme ça que les Iraniens le perçoivent. Et sur ce point, ils ont tout à fait raison. Mais même ça, ça ne s'est pas concrétisé. C'était tout prêt, mais ça ne s'est pas fait. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Personne ne le sait. Je ne pense pas que qui que ce soit comprenne vraiment pourquoi ça arrive. J'ai lu l'essai de Ron Unz, et lui non plus ne sait pas pourquoi. Il conseille aux gens de regarder les entretiens approfondis de Danny Davis parce qu'il s'en approche peut-être. Mais en réalité, Trump, en tant que personne assez simpliste, qui écoute ce qu'on lui dit et essaie ensuite de prendre ses propres décisions à partir de ça, il dit que les prix du pétrole n'ont pas vraiment, enfin, ils ont baissé. Ils n'ont pas grimpé très haut, comme ils auraient dû, même quand le détroit était presque fermé. Et puis quand ils ont chuté, ils sont revenus à peu près au niveau de février. Donc 65, 70, 75 dollars le baril, à peu près dans cette fourchette-là. Bon, ce sont sans doute des contrats à terme sur le pétrole. Les prix réels, eux, varient selon le type de pétrole, l'endroit où on l'achète, le moment où on conclut la transaction, ce genre de choses. Mais Trump a peut-être pensé, bon, je me fais critiquer de tous les côtés, j'ai trop cédé, j'aurais pas dû faire ça. Regardez, le pétrole est tombé à 71 dollars le baril aujourd'hui, ou peu importe combien c'était la semaine dernière. Donc, je peux faire ce que je veux. Et bien sûr, Trump n'est absolument pas freiné par le fait que notre armée ne peut pas soutenir un tel effort. Dans son esprit, on a littéralement des milliards de missiles, des milliards de roquettes, et tout ce qu'il faut pour tirer sur l'Iran. Qu'on ne manque de rien. Sauf que ce n'est pas vrai. C'est même très bien documenté. On a une pénurie de production. On a un problème logistique. On commence à manquer de certains types de missiles. Et lui, il le savait, parce qu'il s'est énervé contre l'OTAN. Il s'est mis en colère pendant les réunions de l'OTAN quand il a tout fait exploser au sens figuré. Et qu'est-ce qu'il a dit à Zelensky pendant cette conférence? Eh bien, Zelensky était là, un peu en retrait, et Trump lui a lancé « Arrête de me parler des Patriots. Pourquoi tu n'en construis pas toi-même? Tu as la licence, non? » Évidemment, rien de tout ça n'est faisable, ni possible, ni même envisageable. Mais ce que ça montre, c'est la façon de penser de Trump. Arrête de m'embêter. Si tu crois que c'est si simple, fais-le toi-même. Il disait en gros, vous pouvez construire des missiles comme nous, au Japon. Et on sait bien que le Japon lui trottait dans la tête, parce qu'il a répété plusieurs fois la République islamique du Japon. Vous vous souvenez de ça? Ah oui. C'est embarrassant. Il l'a mentionné 2 fois dans le même paragraphe. Il ne s'est pas corrigé, ce qui montre aussi que, au mieux, il est sous une énorme pression.
Au pire, il est mentalement diminué, il n'arrive plus à suivre. Mais bon, on ne sait pas vraiment. Je pense que ce qui va se passer, juste pour faire une petite prédiction, c'est que le jour de la marmotte continue. On se réveille, on est en guerre, puis on se réveille, on n'est plus en guerre. Je crois que Trump, maintenant que le pétrole est autour de 70 $, va peut-être annoncer la paix un vendredi ou promettre qu'elle arrivera lundi ou quelque chose du genre, ou bien un cessez-le-feu, peu importe ce qu'il fait, pour que lui et ses amis puissent profiter du commerce du pétrole. Donc on verra sans doute un peu de ça. Je pense que l'armée ne peut pas tenir ce qui s'est passé. Et ça, c'est la position conservatrice. C'est mon estimation prudente. Ce qui pourrait arriver, c'est que l'Iran coule un de nos navires ou l'endommage gravement dans une situation très... Enfin, il y aura forcément une vidéo. Bien sûr qu'il y aura une vidéo s'ils détruisent un navire. Ce sera partout. Et là, Trump va subir une énorme pression. La marine dira alors, on vous avait prévenu, on ne peut pas faire respecter un blocus parce qu'on ne peut pas s'approcher trop près. Quand vous nous forcez à nous approcher, on devient des cibles et vous perdrez plus de navires, pas moins. Donc la marine va, je pense qu'elle va insister et dire, écoutez les gars, écoutez Monsieur le Président, Pete, les conseillers, il faut que votre patron explique clairement la réalité des capacités de la marine américaine dans le monde et surtout dans le détroit d'Ormuz. Parce que franchement, on ne les a pas. Je veux dire, les Houthis, qui ne sont même pas le gouvernement, se battent contre leur propre gouvernement. Donc c'est en quelque sorte une guerre civile qui couve au Yémen. Les Houthis, avec la moitié des forces militaires du pays, ont réussi à chasser toute la marine américaine de la mer Rouge en 2 mois. Trump le sait, parce qu'il était président quand l'opération a commencé et quand elle s'est terminée. Il connaît bien, ou on lui a déjà fait comprendre, les limites de la capacité de notre marine. Et c'est pareil pour la force aérienne. On ne peut pas s'approcher. On ne peut pas opérer à partir de bases proches. Alors, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça veut dire plusieurs ravitaillements avant d'avoir la moindre capacité de lancer des missiles aériens vers l'Iran. Donc oui, c'est faisable, mais il faut environ 3 fois plus de carburant. Il faut 3 fois plus de carburant pour les avions. Oui, d'accord. Alors, quelle est la pénurie qui se produit à cause du 5e du pétrole qui ne sort pas? C'est le pétrole et tout ce qu'on fabrique à partir du pétrole, le kérosène, l'essence, le diesel et tout le reste. Donc vous voyez, Trump, tout ça n'a pas vraiment de sens, mais Trump ne regarde pas l'ensemble du tableau. Je ne pense pas qu'il se demande quel est le prix du pétrole. Oui, non. Est-ce que je peux en tirer profit? Oui, si le prix monte. Il considère les ventes de pétrole américain à un prix plus élevé comme une bonne chose, parce qu'il s'identifie à l'État. Vous savez, il n'a jamais été un élu, il n'a jamais siégé dans un conseil municipal. Ce n'est pas un serviteur de l'État à proprement parler. Et je ne dis pas que la plupart de ces gens-là le sont vraiment non plus. Mais Trump n'a même pas l'expérience de mentir sur le fait d'être un serviteur de l'État. Vous voyez, il n'a pas cette expérience de dire « Oui, un citoyen est venu me voir, voilà ce dont il a besoin, et donc je dois le servir. » Non, Trump pense comme un investisseur immobilier. Il raisonne comme un négociateur de pouvoir. Et donc, si les États-Unis vendent le pétrole à 80 $ le baril, c'est mieux que s'ils le vendent à 65 $ sur le marché mondial. Il regarde ce chiffre et je pense que c'est un peu ce qui façonne sa manière de voir les choses. En plus, les gens autour de lui racontent beaucoup de choses fausses. Il commence à s'en rendre compte et je crois que ça le stresse. Une chose, c'est qu'il pense que la Chine peut être battue dans n'importe quel domaine. Je m'en fiche que ce soit l'intelligence artificielle, la technologie, la population ou leur puissance militaire. Sous tous les angles, la Chine n'est pas battable par nous. C'est au minimum un concurrent presque égal.
En réalité, c'est un véritable père des États-Unis, mais dans certains domaines que nous jugeons importants, elle est même plus puissante que nous. Elle produit davantage. Elle a une capacité industrielle bien plus grande. Elle commerce à l'échelle mondiale. Et elle a beaucoup plus d'amis dans le monde que nous. Oui, la Chine en a. On a tendance à se dire « Ah, les communistes chinois, personne n'est leur ami ». Eh bien, en fait, tout le monde l'est, parce qu'ils ne vont pas installer une base chinoise au milieu de votre pays pour ensuite changer votre gouvernement sous prétexte que vous n'avez pas fait le bon choix la dernière fois. Donc, la Chine est bien plus capable que ce qu'on a raconté à Trump, et surtout, bien plus stratégique. Et puis, on lui a raconté beaucoup de choses fausses sur la Russie, en partie à cause de toute la propagande autour de la guerre en Ukraine. Vous savez, on entend que la Russie est faible, qu'elle va échouer, qu'elle n'a pas ci, qu'elle n'a pas ça. En réalité, la Russie est probablement... Enfin, c'est aussi un pays presque au même niveau que les États-Unis. Bien sûr, sa population est beaucoup plus petite, elle exporte moins, mais sa capacité militaire, sa productivité, son industrie, tout ça est solide. Franchement, c'est bien plus que ce qu'on a. Je ne sais pas si vous avez vu ça, ils fabriquent même des BMW. Ah, je savais pas, j'ai pas vu ça. Illégalement, selon BMW Allemagne. Parce que, évidemment, c'est un produit déposé, une marque allemande. Tout le monde, vous savez, quand on dit BMW, on pense à la technologie allemande, à la fabrication allemande, à l'ingénierie allemande, tout ça. C'est excellent. Eh bien, l'Allemagne a sanctionné la Russie. Et bien sûr, il n'y a plus de BMW là-bas. Pourtant, ils en avaient acheté beaucoup et l'Allemagne a même fermé une usine BMW en Russie. Ils l'ont fermée complètement. Eh bien, elle a été rachetée, elle a rouvert et elle produit à nouveau des BMW. Pourquoi pas? Et apparemment, ça contrarie beaucoup la société BMW parce qu'ils les fabriquent beaucoup moins cher. Elles ont exactement le même look et certains disent qu'elles sont tout aussi bonnes. Donc on ne sait pas vraiment si c'est aussi bon. Moi, je n'ai évidemment jamais voyagé dans ces pays et je n'ai même jamais conduit une BMW. Voilà ce dont la Russie est capable, d'accord, malgré les sanctions. C'est un peu comme ce qu'on voit avec l'Iran. Après 40 ans de sanctions, ils ont réussi à devenir plus autonomes. Et en réalité, le vrai modèle, c'est la Chine, sur la façon de réagir face aux sanctions. La dernière fois que Trump les a sanctionnés, la Chine a dit à toutes les entreprises qui opèrent sur son territoire, si vous respectez ces sanctions, si vous payez ces droits ou ces taxes, on vous punira légalement. Vous irez en prison. Le gouvernement vous interdit de céder aux menaces américaines de sanctions ou aux sanctions elles-mêmes, celles que Tom Besson a dû signer de sa propre main. Voilà comment le reste du monde nous traite. Mais dans le monde de Trump, c'est pas comme ça. Dans le monde de Trump, il vit peut-être 50 ans en arrière, tu vois, peut-être dans les années 80 ou au sommet, disons, vers 1991, quand on a envoyé notre immense armée en Irak. Un pays qui n'avait ni marine ni force aérienne. Ils avaient des défenses au sol et une armée. Et nous, on est arrivés avec nos forces massives. Et on a, tu vois, littéralement écrasé l'Irak. C'est ça, le souvenir que Trump garde, c'est ce monde-là qu'il pense encore diriger. Mais ce monde a changé. Trump a raté ce changement. Il n'y a pas prêté vraiment attention. C'est quelque chose avec quoi il a grandi. Il a passé toute sa vie à penser comme ça. Alors, comment veux-tu qu'un homme de 80 ans croit soudain à des choses auxquelles il ne croit pas? C'est difficile. C'est difficile de faire croire à une personne de 20 ans des choses auxquelles elle ne croit pas. Vous voyez, de lui dire « Hey, il y a de nouvelles informations ici. Tu as regardé ça? Tu peux y réfléchir. » On ne peut pas faire ça avec Trump. On ne peut pas non plus le faire avec la plupart des octogénaires. C'est comme ça, tout simplement. Donc, il vit dans un monde qui n'existe pas et il mène une guerre qu'il est en train de perdre
en détruisant beaucoup de choses dont il n'a même pas conscience, pas seulement dans l'économie mondiale, mais aussi dans notre armée, qui est en train d'être détruite par tout ça. Enfin, quand je dis détruite, elle ne devrait pas l'être. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucun plan pour ce qui vient après, une fois que notre armée aura été vidée de sa substance. Vous savez, on ne construit plus de navires aujourd'hui. Les avions qu'on fabrique, qu'on essaie d'imposer à nos alliés comme le F-35, c'est un vrai boulet. Franchement, c'est un cadeau empoisonné. Personne ne veut du F-35. Il est facilement mis en échec par la météo et tout aussi facilement par n'importe quel ennemi contre lequel on voudrait le faire voler. En plus, il coûte une fortune et il est très difficile à entretenir. Bref, Trump vit dans un monde qu'il se crée dans sa tête et on lui fournit des informations qui servent d'autres intérêts. Et certains savent très bien comment le manipuler. Ça va même jusqu'à d'autres pays. Je veux dire, pas seulement Bibi Netanyahou. Évidemment, Bibi fait tout ce qu'il peut. Il connaît très bien Trump. Il sait comment appuyer sur les bons boutons. Mais vous savez, même la servilité de certains types de l'OTAN, enfin certains, comme Rudy, juste avec le chef de l'OTAN, tellement chien de poche de Trump. C'est toujours Papa Trump, Père Trump, vous voyez. Et tout ça, c'est juste de la manipulation de Trump, parce que c'est la seule chose qui marche. Rien d'autre ne fonctionne. Vous pouvez lui dire la vérité, ça ne sert à rien. Si vous le flattez et que vous lui racontez un mensonge, là, vous avez peut-être une chance d'obtenir exactement ce que vous voulez qu'il fasse. Bref, gros problème. Je ne sais pas si on a déjà eu... Enfin, quand Wilson était président, vous vous souvenez de Wilson? Bon, évidemment, aucun de nous ne s'en souvient vraiment. Et pourtant, il s'est présenté, il a gagné l'élection. Il avait promis, je vous tiendrai à l'écart de la guerre européenne, de la grande guerre qui se déroulait. Ce n'est pas notre guerre. On vous en tiendra à l'écart. C'était un mensonge. Dès qu'il a été élu la première fois, il a tout fait pour qu'on y entre, pour aider un camp et participer à cette guerre. Et après sa réélection, il a fait la même chose. En réalité, on est entré dans la Première Guerre mondiale assez tard. Puis, il a eu une attaque, à peu près à ce moment-là, je crois. Et pendant les 2 ou 3 dernières années de son second mandat, Wilson n'était plus vraiment en état de gouverner. Ce sont ses conseillers, un en particulier, et sa femme, sa deuxième épouse, très jeune, dans la vingtaine, qui ont pris le relais. Elle n'était pas juste là en apparence. C'était une femme avec une vraie poigne. Elle avait ses idées, et je suis sûre que vous savez, elle disait « voilà ce qu'on va faire ». Et elle travaillait avec, comment s'appelait ce type déjà? Colonel, oui, son nom contenait vraiment le mot colonel. Mais à l'époque, il n'était pas du tout colonel dans l'armée. Bref, c'était un président qui n'était pas vraiment fonctionnel. Et c'est son équipe qui le dirigeait. Donc Biden n'est pas le premier cas qu'on ait connu. Mais bien sûr, Biden, c'est le cas le plus récent. Et puis, on a Trump. Alors c'est presque comme si c'était même plus à propos de Trump. C'est plutôt, qu'est-ce qui ne va pas avec notre démocratie? Qu'est-ce qui ne va pas avec notre République? Est-ce qu'on a encore une République d'ailleurs? Parce que, bon, j'ai sans doute été un peu trop loin là. Alors, pour revenir à ce que vous disiez sur la Chine et sur le fait qu'elle soit un concurrent de même niveau, je me souviens avoir vu une interview de Pete Hegseth, je ne me rappelle plus exactement de la date, mais il disait que dans chaque simulation de guerre menée par le Pentagone, c'est la Chine qui l'emporte. Donc si lui le sait, et je vais essayer de retrouver l'extrait pour le publier sur mon compte X et sur Telegram, histoire que les gens puissent le revoir, alors Trump doit forcément en être conscient. Et il devrait avoir une idée claire de la position des États-Unis en matière de puissance militaire et face à leurs concurrents directs. C'était vraiment intéressant. Oui, c'est intéressant.
Mais tu sais, c'est difficile de dire si c'était vraiment une interview. Beaucoup de ces types que Trump a dans son équipe, et d'ailleurs c'est pareil pour n'importe quel président, ils remplissent leur administration avec leurs amis, leurs alliés, des gens en qui ils ont une confiance personnelle. Et tous ne sont pas forcément très compétents. Par exemple, on a le petit-fils Pult, M. Pult, qui dirige temporairement l'administration. Le directeur du renseignement national, lui, n'était jamais entré au Pentagone avant d'avoir ce poste. En fait, c'est un constructeur, on pourrait dire, plutôt un gars de l'immobilier. Donc, ce n'est pas vraiment la compétence qui permet à ces types d'obtenir leur poste la plupart du temps. Je veux dire, de temps en temps, on trouve une nomination basée sur le mérite, même dans l'administration Trump. Je ne vise pas spécialement son administration. Ce que je dis, c'est qu'en général, quand les présidents nomment des gens, ils choisissent leurs amis ou des personnes en qui ils ont confiance plutôt que les plus compétents. Donc, Hegseth n'est pas quelqu'un de compétent. Ce qui veut dire que selon la personne qu'il interviewe, on peut facilement lui soutirer des infos ou le pousser à dire des choses qu'il ne dirait jamais, mais alors jamais à Trump. Parce que quoi? Il irait voir Trump pour lui dire « Hey, Trump, tu sais cette histoire avec l'Iran dans laquelle tu nous as embarqués? Ouais, moi aussi, je trouvais que c'était une bonne idée. » Mais c'est un échec total. On est en train de tout perdre et vous détruisez nos capacités militaires. Et il faudra bien plus qu'1,5 billion de dollars pour réparer ça. Il faudra sans doute 10 billions. On ne les a pas. Donc ça veut dire que rien ne sera réparé, à moins que vous changiez quelque chose. C'est à ce point-là. Ou alors, M. Trump, on a fait des simulations de guerre, en fait des dizaines, face à la Chine. On les perd toutes. D'accord? Vous le saviez, M. Trump? Alors évitons de provoquer la Chine inutilement. Et surtout, il faut renoncer à défendre Taïwan. Ça n'arrivera pas. Et vous avez ruiné notre marine en Iran, donc on n'a même plus la capacité de défendre Taïwan, même si vous vouliez le faire. Je ne pense pas que Hegseth dirait ça à Trump, parce que ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. C'est pas comme ça qu'il a eu son poste. Et Trump, ce n'est pas quelqu'un qui peut être... Enfin, tu vois, c'est un narcissique. Pas, à mon avis, d'une manière terrible, mais il a des tendances narcissiques. Comme tout le monde, il aime qu'on le complimente. Il est sensible à la flatterie. Et tu sais, la plupart des gens, quand on les flatte un peu trop, ils se méfient. Ils se disent « Bon, qu'est-ce qu'il veut celui-là ?» Mais Trump, lui, ça a l'air de vraiment lui plaire. Il aime ça. Il se flatte lui-même. Quand il ne reçoit pas de compliments dans la presse, il se flatte à la troisième personne. Et nous, on trouve ça plutôt drôle à regarder. Mais il fait ça tout le temps. Et en ce moment, il le fait de plus en plus parce qu'il dit qu'il est, je sais pas, à 60% de popularité, alors qu'en réalité, c'est plutôt 30%. Mais bon, il a besoin de se sentir d'une certaine façon pour fonctionner. Du coup, les gens autour de lui, ses collaborateurs, savent qu'il faut toujours laisser Trump de bonne humeur. Si on a une vérité à lui dire, il faut faire très attention à la manière dont on la présente et il faut surtout qu'il puisse en tirer une victoire, d'une façon ou d'une autre. Et franchement, honnêtement, il est tout à fait possible que le protocole d'accord en 14 points ait été, en gros, tout ce que l'Iran voulait et dont il avait besoin, et très peu de choses venant de nous. Mais c'est parce que nous avons perdu cette guerre. Et voilà ce qui se passe quand on perd une guerre. On n'obtient pas ce qu'on voulait. On a fait une erreur de jugement. On a gaspillé ses ressources. On se retrouve affaibli et on prend ce qu'on nous met sur la table. C'est la réalité. Trump ne devrait pas se sentir insulté par ça. Mais quand tout ça est sorti, il a été critiqué et il a dit « Comment est-ce que je transforme ça en victoire ?» Eh bien, monsieur, vous n'avez pas gagné, donc vous ne pouvez pas en faire une victoire. Vous devez simplement dire « Bon, les prix du pétrole vont baisser. »
Alors il a signé le protocole d'accord. Les prix du pétrole ont baissé. Et là, il s'est mis en colère. Où est le reste de ma victoire? Où est mon cookie aux pépites de chocolat? Où sont les choses qu'on m'avait promis que j'aurais? Et c'est un peu comme, mec, t'as quand même perdu la guerre. Mais je pense que il ne voit pas ça comme ça. Il y a trop de choses qui tournent autour de sa personnalité. Et vous savez, on se moque souvent des dirigeants nord-coréens. Le père de l'actuel et l'actuel aussi. Mais ces cultes de la personnalité, enfin, je pense qu'ils ont aussi regardé du côté de Mao. Vous vous souvenez de la révolution de Mao, du groupe des quatre? Ils avaient des personnalités fortes, des ambitions personnelles, et tout un pays a été façonné par ces ambitions-là, vraiment, par la force de leur personnalité. Et vous pensez qu'une république ou même une démocratie ne devrait pas fonctionner comme ça. Mais notre pays, les États-Unis, fonctionne comme ça. Et ce n'est pas seulement Trump. Cette idée que Trump serait sorti de nulle part, non, ce n'est pas vrai. Regardez Biden, regardez Obama. C'est un parfait exemple d'une personne qu'on a mise en avant justement pour que sa personnalité façonne la nation. C'était même un argument de vente en quelque sorte. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je ne pense pas qu'on puisse continuer à se battre. Et je pense que l'Iran peut continuer à encaisser les coups qu'il a déjà pris. Ils ont prouvé qu'ils en étaient capables. Et il leur reste une énorme capacité de combat, du même type que celle qu'ils ont déjà utilisée. Est-ce qu'ils font voler des avions au-dessus d'Israël? Non, bien sûr que non. Mais ils ont des drones et des roquettes capables d'y arriver. Et ils ont des alliés. Et pas seulement ceux dont les Israéliens se plaignent, du genre Hezbollah est leur allié. Non, il y a aussi le Yémen. Les Houthis sont leurs alliés. Ils ont la Russie de leur côté, d'accord? Et ils ont le Pakistan. Le Pakistan, puissance nucléaire du Moyen-Orient, est de leur côté. Ils ont une vraie crédibilité dans la région. Que les gens aiment l'Iran, n'aiment pas l'Iran, détestent les chiites ou les adorent, peu importe. Ils sont crédibles parce que tout ce qu'ils ont dit, ils l'ont fait. Et ils n'annoncent que ce qu'ils vont faire, puis ils le font, à chaque fois. Du coup, ils ont une crédibilité mondiale. Ça veut dire que même des pays qui ne sont pas leurs amis acceptent de travailler avec eux. Et c'est exactement ce qu'on voit avec les compagnies maritimes. Avant Trump, même avant le protocole d'accord, les compagnies maritimes, pas seulement chinoises, mais aussi les grandes compagnies mondiales et les assureurs, disaient « Bon, voilà à quoi ressemblent les nouvelles procédures dans le détroit. » Et on dirait que l'Iran maîtrise la situation. On dirait que leur système a évolué au point qu'on peut maintenant prendre le risque d'y aller, d'entrer et de sortir, d'y amener des marchandises, d'en extraire du pétrole et de l'énergie. Donc ils sont prêts à coopérer parce qu'ils savent que l'Iran tient parole. Et de notre côté, Trump change d'avis tous les jours. Il ment quasiment en permanence. Je crois qu'il disait qu'il avait affirmé 39 fois avoir gagné la guerre contre l'Iran, qu'il avait anéanti l'Iran. À ce stade, plus personne ne croit un mot de ce qu'il dit. Et ce n'est pas seulement que l'Iran a déjà des alliés, ce qui est vrai. Ils ont aussi la possibilité d'en créer d'autres, de renforcer ces alliances, de bâtir des relations fondées sur la confiance. Nous, on n'a pas ça. Personne ne nous fait confiance. Et ils ne font pas confiance à Israël non plus. Alors voilà, nos seuls amis, ce sont deux pays auxquels le monde ne fait pas confiance. Ils s'accrochent ensemble jusqu'à la fin. Je ne sais pas. C'est plutôt inquiétant en fait. En effet, et le 13 juillet, les Houthis à Sanaa ont annoncé que le cessez-le-feu avec l'Arabie saoudite était terminé après que des avions saoudiens ont mené 4 frappes sur l'aéroport de Sanaa. L'attaque saoudienne aurait eu pour but d'empêcher l'atterrissage d'un avion iranien
à Sanaa. Alors est-ce qu'on assiste là à une extension du conflit entre les États-Unis et l'Iran, un deuxième ou un troisième front au Moyen-Orient? Puisque les Houthis sont clairement alignés. Oui, c'en est une. C'est bien une expansion. Et puis, vous savez, il n'y a pas si longtemps, Edge est allé faire un tour dans les pays du Golfe. Il les a, disons, sermonnés, apparemment, en leur expliquant qu'ils avaient tout intérêt à rester des alliés des États-Unis. Même si on ne les avait pas vraiment protégés, même si on les avait laissés se faire attaquer par les Iraniens à cause de nos bases là-bas, il leur a dit que cette fois, on les protégerait, qu'on resterait leurs alliés. Mais je crois que tout ça est tombé un peu dans l'oreille d'un sourd. Je pense que ces pays-là, beaucoup d'entre eux, comment je les appelle déjà? Des théocraties? Non, pas vraiment. Ce ne sont pas des théocraties, ce sont plutôt, enfin, comme les Émirats, par exemple. Tu sais, ce ne sont pas vraiment des démocraties à proprement parler. Ce sont des pays riches en pétrole qui essayent de diversifier leurs économies, mais qui restent vulnérables à d'autres facteurs. Ils dépendent encore beaucoup du matériel militaire américain, par exemple, alors qu'on voit l'OTAN s'en éloigner. L'OTAN dépense davantage pour sa propre défense, comme Trump l'avait exigé, mais elle n'achète plus forcément américain. Ils considèrent que c'est un facteur de risque. Et je pense que les États du Golfe font la même chose. Ce qui se passe avec l'Arabie saoudite, et pas seulement leur guerre au Yémen, mais aussi la guerre du Soudan, menée par les Émirats et les Saoudiens, c'est un autre exemple. Donc dans tout ça, on retrouve un peu cette logique ancienne, où finalement on se tournait toujours vers Israël. Israël veut semer la division et les affrontements dans tout le Moyen-Orient. C'est en partie pour ça que nous avons mené ces guerres. Les 7 guerres qu'Israël nous a imposées au cours des 30 dernières années n'avaient pas pour but de changer des régimes, pas vraiment. Regardez en Libye, quel changement de régime avons-nous fait? On n'a fait qu'introduire le chaos. Et ce chaos, il permet à Israël, et dans une certaine mesure aux États-Unis, d'en tirer profit. Mais oui, je suis sûre que cette reprise des hostilités, cette fin du cessez-le-feu là-bas et les activités de l'Arabie saoudite, tout ça fait partie du même conflit. Et ce sera géré par les mêmes acteurs. Ce sera géré par l'Iran, parce que Ansar Allah fait partie du front de la résistance. Exact. Tu sais, tout ça sert Israël, dans une certaine mesure. Mais on voit aussi un nouveau front qui s'ouvre. Si tu écoutes les médias israéliens et leurs responsables politiques, ils pensent que la Turquie a des ambitions d'une grande Turquie et qu'elle va menacer Israël. Eh bien oui, c'est ce qui va se passer. Israël vit par l'épée et meurt par l'épée. Ils ont provoqué tellement de tensions que n'importe quel pays qui en a les moyens cherche à s'agrandir et à prendre le contrôle pour ses propres intérêts. C'est une réaction naturelle, en fait. On ne peut pas vraiment s'en échapper. Et je me dis de plus en plus qu'à un moment donné, Israël va faire ses valises et partir avant ou après qu'une arme nucléaire soit utilisée. Mais vous savez, la Turquie ne va pas disparaître. Ils ont peut-être encore de vieux rêves d'une Turquie plus grande, d'une Turquie plus puissante, d'un empire ottoman ou quelque chose comme ça. Mais je ne pense pas que ça aille aussi loin. Et je ne crois pas que ce soit une idée largement partagée. Les Turcs ne vont nulle part. Les Palestiniens non plus. Vous savez, c'est un peu comme on dit, dernier embauché, premier licencié. Voilà, donc je pense que si on regarde ce que fait Israël, ils s'étendent vers la Méditerranée pour y établir des bases, pour renforcer le soutien de leurs alliés. Et puis, cette idée qu'Israël se réjouirait de voir le chef de Daesh, comment il s'appelle déjà? Jolani, oui, Al-Jolani. En réalité, Israël voulait que Jolani reste là pour affaiblir la Syrie, parce que la Syrie était plus forte que ce qu'Israël pouvait tolérer sous Assad. Oui, il voulait une Syrie affaiblie. La première chose qu'ils ont faite quand cette guerre a éclaté,
et que Jolani est apparu, ça a été de détruire toutes les bases de l'armée syrienne et tous leurs dépôts d'armes. Des bombardements massifs partout. Ils connaissaient toutes leurs cibles, ils les ont toutes frappées. Ensuite, ils ont pris le contrôle de territoire syrien parce qu'ils le voulaient et qu'il n'y avait plus d'armée pour les en empêcher. Tout ça, c'était voulu. Mais ils n'ont pas vraiment envie d'avoir un voisin comme Jolani, du genre on va collaborer avec lui. Non, ça fait partie du projet du Grand Israël et ça leur plairait. Mais dans la situation actuelle, ça ne peut pas marcher. Donc ce qu'on voit, c'est que Israël, à la fois politiquement et même démographiquement, se déplace un peu vers d'autres zones de la Méditerranée. La Grèce, la Crète, l'Albanie, le Somaliland. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui émigrent vraiment au Somaliland, mais installer des bases là-bas, oui, ça fait clairement partie de leur plan. Il y a les accords Isaac en Amérique du Sud et en Amérique centrale, une énorme facilitation pour l'industrie, la technologie et même l'installation de populations israéliennes dans ces régions. Et bien sûr, ici, nous avons la plus grande ou la deuxième plus grande population juive au monde, peut-être même plus nombreuse qu'en Israël. Malheureusement, pour les sionistes, la plupart des juifs aux États-Unis ne sont pas sionistes, d'accord? Ils ne soutiennent pas vraiment ce projet. Ceux qui le soutiennent vivent là-bas, ceux qui ne le soutiennent pas ou qui sont un peu inquiets à ce sujet vivent ici. Donc oui, je veux dire, Israël a des options que d'autres pays n'ont pas. Et je pense qu'il serait prêt à détruire toute la région, puis vous savez, à trouver un nouvel endroit où s'installer. Et c'est étrange parce que pour les Américains à qui on raconte la version du sionisme chrétien, c'était qu'Israël, le lieu où Dieu que les Juifs devaient être. Je veux dire, c'était presque impossible de convaincre les Juifs d'Europe d'y aller. En fait, ils ne l'ont pas fait. Le sionisme comme idée était populaire chez certains, mais le fait de partir s'installer en Israël pour y fonder un État sioniste, ça c'était très discuté. Et franchement, il a fallu se battre pour que des gens acceptent d'y aller. Et puis, une fois sur place, c'était, c'est pas l'Europe ici. Tout est brun, il n'y a pas assez d'eau. On est entouré de gens, on doit faire des choses terribles, et ça, ce n'est pas vous mélangez, vous salissez notre religion avec votre politique. Bref, ils avaient d'autres options, d'autres propositions d'endroits où aller. Et pourtant, ils ont choisi Israël. Pour moi, ça montre simplement qu'ils ne sont pas vraiment liés à cette terre. Et je vais vous dire autre chose, c'est juste une parenthèse. Mais quand on regarde ce qu'Israël a fait à Gaza, au Sud-Liban, en Syrie, en gros, partout où ils se battent, ils ne se contentent pas de tuer des gens et de bombarder des bâtiments. Ils détruisent les systèmes d'eau, ils brûlent les terres et ils répandent de fortes concentrations de désherbants sur d'immenses zones. Ils rasent les oliviers qui sont là depuis des années. Ils brûlent les pins du Liban et d'autres éléments de la nature. Donc les Israéliens, dans le cadre du sionisme en général, je suis sûre qu'il y en a qui ne partagent pas ça et qui aiment la nature, mais dans l'ensemble, ce sont des gens des villes avec de la peur et du mépris pour la nature. Ce sont des destructeurs de la terre. Maintenant, je ne dis pas que ce sont des démons. Je dis juste qu'ils sont pas en phase avec l'écologie, sauf quand il s'agit de la leur, ce qui évidemment est impossible, non? Je veux dire, on ne peut pas créer une île de nature propre, alors qu'autour, tout est un désert empoisonné au Roundup, de plus en plus couvert de cadavres. Ce n'est pas ça, une approche écologique. Et je pense que c'est parce ce ne sont pas des gens dont la culture est sensible à l'environnement, en Israël, je veux dire. Sinon, comment expliquer qu'on puisse dire à ses enfants, « Allez, va mettre le feu à la maison du voisin et rentre avant le dîner ». Quel genre de système de valeurs c'est ça? C'est un système qui dit que la nature ne compte pas, que seule la propriété compte.
Le contrôle, c'est tout. La nature, elle, n'a aucune importance. Donc je pense que les gens qui détruisent leur propre environnement, comme on le voit à Gaza, disons qu'ils veulent prendre le contrôle de Gaza. Eh bien, si vous étiez un agriculteur et que vous vouliez acheter ou récupérer la ferme voisine, la première chose que vous feriez, ce ne serait pas de la raser, de tout détruire, d'abattre chaque arbre. Vous ne feriez pas ça. Vous diriez plutôt, c'est une terre que j'aimerais avoir. Vous pourriez quand même tuer les gens parce que vous seriez immoral. Mais dans le cas d'Israël, ils ne veulent pas vraiment utiliser la terre. C'est un peu comme le renard dans la crèche. Il ne mange pas le foin, mais il ne veut pas que les autres en aient. D'accord. Enfin bref, un gouvernement qui a un système de valeurs et qu'on voit dans la façon dont il fait ses affaires, dont il détruit l'environnement, eh bien, ce n'est pas un endroit qui me donne l'impression qu'il compte y vivre longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, on a regardé la Coupe du Monde et l'équipe de Norvège avait apporté toute sa nourriture depuis la Norvège. Vous avez vu ça? Non? Moi non plus. Enfin bref, l'équipe norvégienne, et ce n'était pas la seule, a fait parler d'elle parce qu'elle avait tout amené de Norvège. Et ils ont expliqué pourquoi ils avaient fait ça. Ce n'était pas seulement parce qu'ils voulaient manger leur nourriture norvégienne. C'était de la nourriture américaine. Elle contient plein de choses qui sont interdites en Europe, donc on n'a pas vraiment envie de manger certains des produits que vous avez dans votre système alimentaire. Surtout parce que nous, on est des athlètes de haut niveau et qu'on veut, vous savez, gagner des matchs. Alors cette idée de santé, on ne la voit pas. On ne la voit pas en Israël. Comment peut-on raser, brûler, détruire, tuer des gens, les laisser pourrir dans les bâtiments, ce qu'ils font à Gaza et au Liban, et en plus répandre du Roundup et d'autres poisons, d'autres pesticides? Ils utilisent des armes à uranium appauvri. Ils utilisent, comment ça s'appelle, du phosphore blanc qui ne disparaît jamais. Tant que ça ne brûle pas complètement, ça reste là. Des années plus tard, ça prendra feu dès que ce sera exposé à l'oxygène. Donc tout ça, ou presque, ce sont des choses interdites. Ils utilisent ça dans leur propre environnement. Pour moi, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'intention d'y rester. On ne ferait pas ça si on comptait rester là-bas. Je pense donc que dans l'avenir, peut-être pas de mon vivant, mais assez bientôt, on ne verra plus Israël au Moyen-Orient. Ce sera un endroit différent. Je crois que les Israéliens se réinstalleront ailleurs. S'ils veulent poursuivre leur approche sioniste, ils le feront dans un autre lieu. Franchement, on ne peut pas dire qu'on aime son pays et traiter la terre de cette façon. Ça n'a tout simplement aucun sens. En parlant des opérations militaires en cours contre l'Iran, à quel point les objectifs militaires des États-Unis et d'Israël sont-ils réellement alignés aujourd'hui? Et sur quel point divergent-ils? Eh bien, c'est une bonne question. Vous savez, Netanyahou veut être réélu et il ne veut pas aller en prison. Pour ça, il a besoin de guerre permanente. Il doit être celui qui a mené et gagné des guerres. Malheureusement, il en a mené beaucoup, il en a même déclenché de nouvelles, mais il n'en a gagné aucune. Le peuple israélien, les sondages et les responsables politiques s'accordent à dire qu'il n'a pas éliminé le Hamas. Le Hezbollah est plus fort qu'il ne l'a été depuis 25 ans. Et ça, c'est après l'attaque patriote, il y a quelques années, censée être très ingénieuse. Mais le Hezbollah reste puissant. Et puis, les territoires n'apportent vraiment aucun soutien à Israël parce que les colons illégaux sont moralement très peu attirants. On vit dans un monde où tout le monde prend des photos. Donc, ce qu'ils ont fait, l'expérience que Ro Khanna a eue ce week-end, je crois, ou la semaine dernière, quand il était dans les territoires occupés, la façon dont il a été traité, tout ça s'ajoute à l'image qu'a le monde entier d'Israël, des colons israéliens. Et du coup, on voit des boycotts de leurs produits et ce genre de choses.
Alors on peut dire que Netanyahou a pris plus de terre, vrai, qu'il a agrandi certaines colonies, peu importe. Mais le prix à payer pour ça, c'est que ça touche directement le portefeuille israélien, les entreprises. Et bien sûr, le pays est plongé dans la guerre. Beaucoup de gens ont envoyé leurs enfants à l'étranger. Beaucoup d'autres partent dans les pays où ils ont un deuxième passeport. Et franchement, tant mieux pour eux. Ils ne veulent pas rester dans une zone de guerre. Donc, il est en difficulté et il va y avoir une élection, mais c'est ça sa priorité en ce moment. Son objectif, un peu comme celui de Trump d'une certaine manière, c'est de savoir comment présenter ça comme une victoire. Ce qui est difficile à faire en Israël. Aux États-Unis, Trump n'a pas autant de pouvoir que Netanyahou en Israël. D'abord, la moitié du pays déteste Trump, parce que c'est la moitié qui n'a pas voté pour lui, non? Et puis, il a divisé le mouvement MAGA avec ses positions pro-guerre, en s'éloignant de certaines idées du programme Make America Healthy Again, certaines de celles qui avaient attiré des électeurs dans le camp Trump. Il a rejeté tout ça. Alors les dossiers Epstein, son abandon quelques semaines à peine après son arrivée au pouvoir, des fameux dossiers Epstein, en gros, il disait aux gens, il n'y a rien là-dedans, je ne vois pas pourquoi vous en parlez. Eh bien, peut-être parce que lui-même en a parlé pendant 2 ans entiers de campagne, en promettant d'agir. Et dès qu'il arrive au pouvoir, il ne fait rien. Du coup, il a gâché le mouvement MAGA. Il a éloigné beaucoup de ses partisans, ceux qui trouvaient toujours des excuses pour lui ou le soutenaient d'une façon ou d'une autre. Il n'a donc plus vraiment le pouvoir que Netanyahou, lui, possède. Les Israéliens sont bien plus engagés politiquement. Je veux dire, je ne pense pas que Netanyahou va gagner une élection. Je ne sais pas qui va la gagner, mais ça ne changera pas grand-chose. Netanyahou, lui, gère ça à sa manière. À mon avis, sa priorité en ce moment, c'est surtout d'éviter la prison quand il perdra les élections. Donc, bonne chance à lui. Trump, lui, a un autre problème. Enfin, peut-être qu'il ira en prison aussi, c'est possible. Mais Trump n'a pas ce niveau de contrôle. En fait, Israël a plus d'influence sur nos politiciens que Trump lui-même. L'AIPAC donne le ton au Congrès. Donc Trump se retrouve à devoir composer avec le Congrès, alors qu'Israël a en réalité plus d'influence sur notre Congrès que Trump. Et ça, c'est un vrai problème. C'est presque comme si l'Iran devait traiter avec les États-Unis en disant « Vous devez contrôler Israël ». Eh bien, nous ne contrôlons pas Israël. Nous ne les contrôlons pas à Washington et nous ne les contrôlons pas non plus au Moyen-Orient. Beaucoup de gens disent « Oh, ce n'est pas vrai, ce sont nos marionnettes, on les utilise ». Oui, on les utilise et on profite de certaines choses qu'ils font. Mais en réalité, ce n'est pas nous qui fixons l'agenda. C'est Israël qui fixe l'agenda à Washington et aussi au Moyen-Orient, en ce qui concerne ce mémorandum d'entente raté et toutes les activités qu'ils ont poursuivies avec beaucoup d'enthousiasme depuis sa signature, notamment à Gaza, depuis 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant. Donc oui, Trump est dans une position difficile. Après tout, on élit un homme président. Trump dit « Je suis un homme fort ». On a dit qu'on voulait un homme fort, qu'on voulait en mettre un là-haut, qui ferait des choses. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'on lui avait dit de ne pas faire. Et maintenant, il ne peut plus s'en sortir. Mais je pense que l'agenda, vous me demandiez les objectifs. Non, les objectifs d'Israël sont très différents. Le but d'Israël, c'est le pouvoir, la survie d'Israël et le renforcement d'Israël par rapport à chacun de ses voisins. Ce qui veut dire que chacun de ses voisins doit être subordonné, plus faible, occupé à se battre entre eux, ou peu importe. Donc ils ne sont pas contents de ce qui s'est passé avec l'Iran, parce que l'Iran a gagné en crédibilité, a montré sa puissance et s'est fait de nombreux nouveaux amis qu'Israël, lui, n'a pas. Voilà. Je veux dire Israël, l'autre jour. L'aéroport de Damas,
la capitale de la Syrie, enfin je crois que c'est Damas, eh bien cet aéroport a maintenant un nouveau système radar fourni par la Turquie ou quelque chose comme ça. En fait, c'est une mise à niveau. Je dis nouveau, mais ils l'ont simplement amélioré. C'est un bon système et ce n'est pas un système d'espionnage. Mais Israël a lancé une protestation en disant « Vous devez le retirer. Vous devez le retirer parce que votre radar à l'aéroport de Damas interfère avec notre liberté d'action sur toute la région. Il peut servir à nous surveiller et à nous suivre d'une manière qui ne nous plaît pas. Et donc nous exigeons que vous le démontiez. » De la même façon qu'ils sont entrés au Liban avec cet accord entre les États-Unis, le Liban et Israël, en disant que l'armée libanaise allait préparer le terrain pour qu'ils puissent continuer à occuper. Et c'est un peu comme ça. L'armée ne va pas faire ça, mais les politiciens, eux, sont d'accord. Vous savez, le président Aoun a donné son accord. Donc, en gros, Israël aime bien garder le contrôle. Ça fait partie de ce qu'ils estiment devoir faire, et ils le font. Leur agenda est donc assez clair. Trump, lui, veut éviter d'être destitué l'année prochaine. Il veut aussi ne pas rester dans l'histoire comme un Herbert Hoover qui aurait détruit l'économie mondiale parce qu'il n'a pas su se battre, ou comme celui qui aurait épuisé l'armée américaine au point qu'il n'en reste plus rien. Et il ne veut pas non plus être le président sous lequel on verrait, potentiellement, la Chine prendre le contrôle de Taïwan. Ce que personnellement, je ne pense pas voir se produire sur le plan militaire. Et pourquoi ils devraient le faire? La moitié des électeurs veulent rejoindre de toute façon. Il suffit d'attendre encore 2 ou 3 élections et Taïwan se réunira avec la Chine tranquillement sur le plan politique. Mais ce sujet sur lequel ils se battent, sur lequel ils font campagne, Trump, oui, je vais protéger Taïwan. Non. On se souviendra de toi comme du type qui a perdu Taïwan. Parce que tu t'es lancé dans une guerre que tu n'avais pas besoin de mener. Une guerre qu'Israël t'a demandé de faire, menée de façon très stupide, et où tu as refusé d'abandonner alors que tu étais déjà très loin derrière. Tu vois, tu continues à te battre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ouais. Donc tu deviens le Hoover du monde, le gars qui a perdu Taïwan. Tu es celui qui a détruit le complexe militaro-industriel, ce qui, bien sûr, serait un point positif à mes yeux. Sauf, ils n'ont aucun plan pour une nouvelle défense de l'Amérique, n'est-ce pas? Les idées, il y a une énorme pénurie d'idées à Washington. Et ça renvoie directement au cerveau de Trump. S'il n'y a pas pensé lui-même, ou si l'un de ses flatteurs ne lui a pas soufflé l'idée, alors ça n'existe pas. Il n'y a aucun moyen de vraiment réformer notre armée tant que Trump est là. Il est enfermé dans un schéma qui ne changera pas avant sa mort. C'est aussi simple que ça. Il est incapable de faire quoi que ce soit différent de ce qu'il a déjà fait. On a vraiment l'impression que la défense de l'Amérique repose sur une forme d'agression proactive envers tous les autres États, que ce soit une agression militaire, économique ou simplement une rhétorique politique qui humilie d'autres dirigeants. Tout ça semble être la base de la politique étrangère de Trump en ce moment. Mais quand on parle du Moyen-Orient et de ce que beaucoup appellent le piège de l'escalade, la question se pose. Quelle ligne rouge militaire reste encore aujourd'hui, avant que le conflit n'atteigne un point où toute désescalade deviendrait pratiquement impossible, politiquement parlant? On dirait que le protocole d'accord offrait une porte de sortie. C'était une très bonne façon pour Trump de revendiquer une victoire, puis de laisser l'Iran tranquille, en permettant à un nouveau cadre, peut-être de nouvelles dispositions de sécurité, d'émerger un jour au Moyen-Orient. Mais il n'a pas saisi cette occasion. Du coup, on a l'impression qu'on s'oriente vers une situation où toute solution politique ou diplomatique entre les États-Unis et l'Iran devient pratiquement impossible parce qu'il n'y a plus de confiance entre eux.
Oui, il n'y a pas de confiance. Et puis, c'est dans l'intérêt d'Israël de nous garder au Moyen-Orient. Vous savez, les accords d'Abraham, comme ils les appellent. Mais en réalité, l'idée, c'est que si les États-Unis font pression sur les pays du Moyen-Orient, en les soudoyant avec de l'aide militaire, de l'argent pour l'investissement, peu importe, alors ces pays accepteront Israël et ça renforcerait la sécurité d'Israël. Sauf que tout ça reste très superficiel. L'argent circule, les investissements se font, mais la confiance, elle, ne se construit pas, parce que personne ne fait confiance ni à Israël, ni aux États-Unis. Et Israël ne veut pas qu'on se retire de la région trop vite. D'accord? C'est pour ça qu'on voit une base militaire en construction à Gaza. On voit aussi qu'on a pris le contrôle de l'aéroport Ben Gurion. On ne pouvait pas placer nos ravitailleurs, nos avions, ni beaucoup d'autres appareils plus près que ça. En fait, ils se plaignent de ne pas pouvoir mener d'opérations civiles depuis Ben Gurion parce qu'on a tellement d'avions là-bas. Je crois que la situation s'est un peu améliorée maintenant. Enfin, c'était mieux après le protocole d'accord, mais ça pourrait facilement changer. C'est de là qu'on opère. On a aussi renforcé notre présence militaire en Jordanie, ce qui n'est pas quelque chose qu'on aime particulièrement faire parce que les bases qu'on préférait, c'était celles de la côte du Golfe. Évidemment, le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn, c'est un point très central, un atout qu'on jugeait essentiel. Mais ces bases-là se font maintenant attaquer. Ce que fait l'Iran est parfaitement cohérent, non seulement avec ce qu'ils ont dit, mais aussi avec la stratégie qu'ils ont clairement annoncée. Vous, les Américains, devez retirer vos bases de notre région, de notre arrière-cour. On ne va pas le tolérer. Et eux, ils n'ont pas à le faire. Ils sont capables de nous faire partir. Donc c'est ce qu'ils font. Mais on ne quitte pas complètement la région. Certains insistent pour garder au moins un petit point d'appui en Arabie Saoudite et dans quelques autres endroits. Il y a Israël, qui ne tolérerait jamais une base américaine permanente. Vous savez, on n'a même pas d'accord militaire mutuel, ni de traité d'aucune sorte avec Israël. Un traité de défense mutuelle, ça n'existe pas. On ne l'a pas. Ils ne font pas partie de l'OTAN et ils n'en feront jamais partie. Donc tout ça, c'est vraiment informel. Par exemple, que ferait-on si Israël était attaqué? Eh bien, on sait très bien ce qu'on ferait. On ferait ce qu'on fait depuis 30 ans. On mènerait leur guerre à leur place. Mais tout ça, c'est fait au coup par coup. Tout ça, c'est à cause du contrôle du Congrès par l'AIPAC, tu sais, l'argent qui circule, toutes ces choses-là. Et Israël, pendant très longtemps, n'a jamais accepté qu'on installe une base militaire sur son propre territoire. Mais avec Gaza, comme ils l'ont rasé, c'est prêt pour de nouvelles constructions. Pas un hôtel de luxe façon Trump, ça viendra plus tard, mais d'abord ce sera une base militaire. Ils vont construire une base militaire là-bas. On a déjà une énorme base militaire en Bosnie, je crois, un peu plus au nord. On a aussi nos bases en Turquie, et ça, ce sont des sujets sensibles pour Israël. Mais Israël nous invite aussi à entrer au Liban. Et il y a quelques années, c'était dans les journaux, on a construit cette immense ambassade, presque la plus grande du monde, au Liban, dans la capitale. Nous renforçons de plus en plus notre présence, de plus en plus près, à l'intérieur et autour d'Israël. Donc une sorte de forteresse Israël. On est repoussé dans cette direction. Mais Israël ne veut pas qu'on les laisse tranquilles. Ils ne veulent pas qu'on se retire complètement. Comme le dit Trump, je n'ai pas besoin du pétrole. Pourquoi sommes-nous là? Mettons fin à la doctrine Carter. On n'a plus besoin du pétrole. On est maintenant exportateur. Donc, on pourrait partir. Mais non, en réalité, on ne part pas. Israël veut qu'on reste, qu'on les protège et qu'on serve de bouclier immédiat pour toutes les actions qu'ils continuent de mener. Ça fait partie de leur agenda et on le voit se réaliser. Encore une fois, c'est eux qui fixent l'agenda. Ce que veulent les Israéliens, en général, ils l'obtiennent. Ils contrôlent notre Congrès.
they tend to get. They own our Congress. They own President Trump, even though I think he's not. Ils tiennent le président Trump, même si je pense que lui, il estime en avoir déjà fait assez. Mais quelle est l'alternative? Trump est acheté et payé. Il est compromis par Israël, à mon avis. Et que ce soit juste une question d'argent ou qu'ils aient, vous savez, quelque chose de compromettant sur lui, il est complètement redevable à Israël. Et puis, ses meilleurs amis sont des sionistes. Steve Witkoff, je ne sais pas si vous avez vu la citation, ce que Steve Witkoff a dit à Netanyahou. Netanyahou fait circuler ça fait partie de sa propre campagne intérieure. Mais il a dit qu'il avait eu une réunion avec Witkoff au tout début des négociations, bien avant la guerre des 12 jours. Et il a dit que Witkoff lui avait expliqué que, en tant que sioniste, ou peut-être en tant que juif, je ne suis pas sûre, mais je pense plutôt sioniste, il ne tolérerait jamais la présence de nazis, 2 millions de nazis, à la frontière sud d'Israël. Il parle de Gaza. Il a dit, on ne tolérera jamais ça, ils doivent tous partir. Voilà ce que dit Witkoff. C'est notre négociateur. Et puis, il y a Kushner, qui a de l'argent investi dans tous ces pays, et ces pays ont aussi de l'argent investi chez lui. Donc on se retrouve avec cette corruption, cette imbrication. Et ensuite, il y a notre NDAA, qui va encore renforcer l'intégration entre l'armée israélienne et la nôtre, nos acquisitions, notre technologie. Le but, c'est de leur donner un accès encore plus large, tout en rendant beaucoup plus difficile de rendre des comptes là-dessus. Tu sais, maintenant on doit voter. Le Congrès doit passer par tout le processus habituel pour ce programme sur 10 ans, tu vois, de 3,8 milliards de dollars par an, plus tout ce qu'on décide de leur donner en plus. Je veux dire, on leur a déjà donné environ 30 milliards rien que l'an dernier, je crois, en plus des 3,8. Donc les 3,8, c'est presque symbolique, mais ça attire une attention médiatique inutile pour les membres du Congrès soutenus par l'AIPAC, qui ont vraiment du mal à justifier ça, alors qu'on a tellement de besoins ici aux États-Unis. C'est devenu très impopulaire maintenant, surtout après Gaza. Personne n'aime Israël. Alors ils veulent intégrer ça dans le système pour pouvoir obtenir bien plus que 3,8 milliards et le faire sans aucune critique publique ni reconnaissance officielle. Alors, vous savez, on va dire que c'est une théorie du complot. Vous voyez, du genre, oh, vous trouvez pas ça bizarre, la façon dont ils ont fait ça? Et ensuite, il faut le prouver, bien sûr, mais personne ne pourra le prouver. Pendant ce temps, tout ça joue en faveur d'Israël, et c'est bien ce qu'ils cherchent. Mais oui, ils ne veulent pas qu'on parte tout de suite, et c'est évident, parce qu'ils n'auraient jamais permis des bases aussi proches sinon. Et j'imagine que quand Jelani sera, enfin, ce qui arrivera probablement à un moment donné, on installera aussi une base en Syrie, si on peut s'en tirer comme ça. Vous savez, les Russes, eux, ont gardé leur base à Tartus, le port là-bas. Donc, ce sera intéressant de voir comment tout ça évolue. Encore une fois, on pense comme un empire dans notre pays et notre gouvernement pense comme un empire. Nous sommes un empire en déclin rapide. Nous sommes en déclin lent depuis longtemps. Et maintenant, c'est un déclin rapide. On ne nous fait plus confiance. On dit des choses qui ne sont pas vraies, et tout le monde le sait. Vous savez, on dit « achetez des bons du Trésor américain, on remboursera notre dette ». Mais attendez une seconde, est-ce qu'on le fera vraiment? Tous les grands acheteurs se couvrent contre les États-Unis. Et ce n'est pas seulement les pays des BRICS, c'est tout le monde, tous ceux qui réfléchissent à l'avenir et se demandent « est-ce que je devrais vraiment tout miser sur l'Amérique ?» Il y a 50 ans, ce n'était pas une mauvaise idée. Aujourd'hui, c'est une très mauvaise idée et les gens ne le font plus. Voilà ce qu'on observe et c'est frustrant parce qu'on a l'impression que, enfin, je pense que ceux qui comprennent que notre pays doit faire mieux se disent qu'il faudrait peut-être redevenir une république, tout simplement.
Peut-être qu'ils ne pensent pas qu'on soit un empire, mais ils pensent quand même qu'on devrait être un peu différent. Comment on fait ça? On peut élire tous les gens qu'on veut, ils n'écoutent rien, ils finissent par faire partie du système, donc du problème. C'est vraiment frustrant. Mais bon, voilà où on en est. Et oui, on perd toutes nos guerres. Oui, on est en train de les perdre. Daniel Davis a raison. Tous ceux qui regardent les chiffres de l'armée le voient bien, on les perd. Et là, on pourrait dire oui, mais on a l'arme nucléaire. D'accord. Mais si tu veux vraiment tout perdre et entrer dans l'histoire comme le pire président de tous les temps, alors oui, tu peux utiliser l'arme nucléaire. Vous avez entendu ce qui s'est passé, non? Il y a quelque temps, Trump voulait en utiliser une. Ah oui, Il n'a pas pu. Et d'après ce qu'on raconte, je crois que c'est Larry Johnson qui le dit, c'est le général Kane, le plus haut gradé sur place, qui a réussi à calmer la situation. Je ne sais pas exactement comment, mais apparemment ils l'ont fait sortir de la pièce avant qu'il ne donne un ordre qu'ils auraient été obligés de refuser. C'est fou. Voilà à quoi on a affaire. c'est complètement fou. Karen, merci beaucoup pour cette conversation passionnante. J'espère vraiment que tu reviendras pour une autre parce que je sais que le public va adorer. Et j'aimerais beaucoup qu'on se retrouve à nouveau pour poursuivre cette discussion. Eh bien, j'espère que demain sera à nouveau une grande journée et peut-être qu'on pourra avancer sur un chemin de paix et d'autres choses. Parce que, vous savez, Trump devient de plus en plus... Enfin, je vais juste dire une chose, parce que j'écris un article et j'étais en train de penser à ça. On a eu la mort de Lindsey Graham, n'est-ce pas? Oui. Et c'est assez intéressant tout ça. Mais Trump a donné une interview juste après, dans l'émission Meet the Press, non? Donc un grand média d'État, en quelque sorte. Et il a parlé, elle est au téléphone avec Trump, et elle dit quoi? Il n'a rien dit sur ces histoires de guerre, rien du tout. Elle demande, de quoi Graham sera-t-il le plus souvenu? Et Trump répond, je pense que ce dont on se souviendra le plus de lui, ou en tout cas ce dont moi je me souviendrai, c'est de son soutien inébranlable à Brett Kavanaugh. Quand Kavanaugh est passé devant la Cour suprême, enfin, son audition ou sa confirmation, peu importe, son approbation par le Sénat. Parce que vous savez, il y avait beaucoup d'accusations à ce moment-là. Et c'est ça ce dont il se souvenait. Tu sais, ça s'est passé il y a 12 ans. 12 ans déjà. C'était même avant qu'on fasse le premier coup d'État à Maïdan. Je veux dire, à l'époque, je crois que c'était Obama le président. Bref, c'est très étrange. C'est vraiment étrange de voir où en est l'esprit de Trump, parce qu'il n'est pas concentré sur la politique étrangère. C'est pas son sujet. Je pense qu'il veut que l'Iran disparaisse. Il veut signer le protocole d'accord. Il veut que tout ça s'en aille, mais ça n'a pas disparu. Et pourtant, je crois qu'il veut toujours que ça disparaisse. Donc, j'espère que ce sera le cas. Le problème, c'est qu'il a plus peur du peuple américain maintenant. Il a peur de cette période électorale qui arrive. Et il a aussi un peu peur d'Israël parce qu'ils ne veulent pas qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Je pense que Trump veut se retirer du Moyen-Orient. Quand il l'a dit par le passé, pendant sa campagne, je crois qu'il le pensait vraiment. Mais aujourd'hui, on le pousse à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Trump est imprévisible et il est sous beaucoup de pression. Donc on verra bien. Mais il se pourrait qu'au final, sans armes nucléaires, il mette vraiment l'Amérique en premier, pour la première fois depuis 18 mois. Qu'il décide de mettre l'Amérique d'abord, de mettre fin à ses hostilités, de rapatrier nos troupes et de se concentrer sur le pays. Et ça, il va devoir le faire, que ce soit avant novembre ou au printemps prochain, avec le nouveau Congrès et le nouveau Sénat. Je ne sais pas, mais il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir que Trump ne soit vraiment pas satisfait de cette guerre qu'il a lancée, qu'on l'a poussé à lancer et qu'on le pousse encore à poursuivre. Alors je vais m'arrêter là-dessus. C'est une note positive, une note plutôt joyeuse. Peut-être que Trump est plus près de quitter le Moyen-Orient qu'on ne le pensait. Bien sûr, le problème, c'est que si c'est vraiment le cas, il risque d'être tué, assassiné, ce qui n'est pas une situation idéale. Donc oui, je garde un peu d'espoir. Comme dans Un jour sans fin, demain on se réveillera et peut-être que les choses iront un peu mieux qu'aujourd'hui. Oui. Et vous avez dit que vous écriviez un article. Où est-ce que nos téléspectateurs peuvent le lire? Oui, Lou Rockwell les publie, le juge Knapp aussi, mais moi je mets tout sur Substack. J'essaie de partager les interviews, mais je ne suis pas très régulière là-dessus. Par contre, celle-ci, je vais la mettre. J'ai déjà partagé la dernière, je partagerai celle-là aussi. Mon Substack, c'est Karen Kwiatkowski sur Substack, facile à trouver. Je n'écris pas énormément parce qu'en ce moment, ça fait à peu près 1 semaine et demie que je cours un peu partout. J'essaie de publier quelque chose chaque semaine, mais il faut que j'ai la bonne motivation. Voilà. J'ai d'ailleurs un texte qui devrait sortir probablement demain. Mais oui, il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Ce n'est jamais sans espoir. Quand on a l'impression que tout est perdu, c'est souvent parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'on devrait voir, quelque chose qui est peut-être juste sous nos yeux. Donc oui, il y a de l'espoir, même si en ce moment, c'est un peu déprimant. Eh bien, je mettrai le lien vers ton Substack dans la description juste en dessous et je recommande vraiment, vraiment à nos spectateurs d'aller y jeter un œil, de s'abonner et de soutenir le travail de Karen. Karen, merci beaucoup. C'était un vrai privilège de t'avoir avec nous. Merci, c'était un plaisir de discuter avec toi. J'ai beaucoup apprécié.